Jean Gabin était bien plus qu'une star. Il incarnait à lui seul un PAN entier de l'histoire du cinéma français, un symbole de son âge d'or, une présence charismatique à l'écran qui semblait magnétique. Mais derrière les projecteurs et les rôles iconiques se dissimulait une existence complexe, marquée par les douleurs intimes, les pertes poignantes et des luttes silencieuses que le public ignorait souvent. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, pour ne pas manquer d'autres récits bouleversants comme celui-ci. Jean Gabin, de son vrai nom Jean-Alexis Moncorgé, n'était pas prédestiné à la gloire. Né dans une famille modeste, son environnement quotidien était bien plus influencé par le bruit des trains que par le glamour de la scène. Son grand-père, mécanicien de locomotive à vapeur, nourrissait chez le jeune Jean une fascination presque romantique pour le monde mécanique. Il rêvait de devenir cheminot, pas acteur. La maison familiale surplombait une gare animée, et l'enfant qu'il était se laissait bercer par les sifflements de locomotive plus que par les récitations de théâtre. Mais le destin choisit pour lui. En 1922, son père, ancien comédien de théâtre, l'incita fortement à intégrer le monde du spectacle. Jean Gabin n'était pas immédiatement séduit par l'idée, mais il céda. Il fit ses débuts dans l'ombre, en tant que figurant dans des opérettes et des music-halls parisiens, adoptant le pseudonyme qui allait devenir légendaire, Jean Gabin. Ses débuts furent hésitants, parfois laborieux, mais c'est dans cette atmosphère de lumière feutrée et de décors changeants qu'il commença à se forger. Avant de connaître la célébrité, Gabin travailla aussi comme ouvrier sur des chantiers et comme cheminot. Ses expériences, loin de lui nuire, renforcèrent sa compréhension des classes populaires. Elles façonnèrent un acteur profondément ancré dans la réalité, capable d'interpréter avec justesse les drames humains, comme dans La Bête humaine ou Le Quai des Brumes. Son jeu, tout en retenue et en intensité, était imprégné de cette sincérité brute. Le jeune Jean, d'abord chanteur d'opérette, peinait à y trouver sa voix. Il imitait Maurice Chevalier, modèle alors incontournable, mais sans grand enthousiasme. Il se produisit au Moulin Rouge, puis partit en tournée en Amérique du Sud. Mais les résultats furent décevants, et il rentra en France avec une certaine amertume. Après un passage dans la marine, il retourna à la scène, persévérant, déterminé à s'imposer. Peu à peu, son nom s'imposa comme un acteur fiable, avec une présence magnétique. La transition du cinéma muet au parlant marqua un tournant majeur dans sa carrière. En 1930, il décrocha un rôle dans Chacun sa chance, une production sonore, amorçant ainsi sa montée vers les sommets du 7e article. Il enchaîna une série de seconds rôles dans une dizaine de films, notamment sous la direction de Maurice et Jacques Tourneur. C'est avec Maria Chapdelaine, dirigée par Julien Duvivier, qu'il fit enfin forte impression. Puis vinrent La Bandera, et surtout Pépé le Moco, film qui propulsa Jean Gabin au rang de star internationale. Le monde découvrait alors un acteur d'une intensité rare. En 1937, il illumina l'écran dans La Grande Illusion, chef-d'œuvre de Jean Renoir, film pacifiste et audacieux qui connut un succès retentissant, y compris aux États-Unis, où il fut projeté pendant plus de 6 mois dans un cinéma new-yorkais. Cette œuvre, dénonçant les absurdités de la guerre, renforça l'image d'un Gabin engagé, réfléchi, subtil. Il poursuivit sur sa lancée avec La Bête humaine, autre collaboration avec Renoir, adaptée du roman de Zola. Puis Le Quai des Brumes, sous la direction de Marcel Carné, où il imposa son charisme rugueux, une sorte de préfiguration du héros noir du film américain. Bien avant Bogart ou Cagny, Jean Gabin imposait une silhouette de cinéma inoubliable, celle du dur au cœur tendre. Mais la guerre allait tout bouleverser. En 1939, il fut mobilisé dans l'armée française. Après l'invasion nazie, il prit une décision lourde de sens, s'exiler. Refusant de tourner sous la coupe de l'occupant, il rejoignit des compatriotes tels que Michel Morgan, Jean Renoir et Charles Boyer aux États-Unis. À Hollywood, il tenta de relancer sa carrière. Mais malgré sa renommée en Europe, il ne parvint pas à percer. Ses films américains, comme Moontide ou The Impostor, passèrent inaperçus. Loin de son univers, incompris, Gabin se heurta à la froideur d'un système où il ne trouvait pas sa place. Déçu, mais toujours déterminé, il se tourna vers l'action. En 1943, il rejoignit la France libre et demanda à être intégré à une unité de combat. Il devint commandant de chars et participa activement à la libération. Son engagement lui valut la médaille militaire et la croix de guerre. Plus qu'un acteur, Gabin se révéla un patriote authentique, fidèle à ses valeurs jusqu'au bout. Lorsqu'il revint en France après la guerre, beaucoup doutaient de sa capacité à rebondir. Le monde avait changé, le cinéma aussi. Pourtant,
Jean Gabin prouva une fois encore sa résilience. Il se réinventa. Ses rôles, désormais marqués par la maturité, reflétaient sa profondeur d'âme. Il n'était plus le jeune premier charismatique, mais une figure paternelle, solide, expérimentée. C'est aussi à cette époque qu'il trouva enfin une forme de stabilité affective. En 1949, il épousa Dominique Fournier, ancienne mannequin, avec laquelle il vécut une relation durable. Leur mariage dura jusqu'à sa mort en 1976, contrastant avec ses unions précédentes, plus tumultueuses. Dominique lui offrit le calme, le soutien et la simplicité qu'il avait cherché toute sa vie. Dans les décennies qui suivirent, Gabin continua d'enchaîner les succès. Touchez pas au Grisby, Le Clan des Siciliens, Un singe en hiver, autant de films qui renforcèrent son statut de monument du cinéma. Il devint une figure patriarcale du grand écran, admirée, respectée, parfois crainte, toujours écoutée. Il choisissait ses rôles avec soin, préférant les personnages complexes, souvent fatigués, mais profondément humains. Son jeu avait gagné en sobriété, en nuances. Plus besoin de grands discours, un regard, un silence, une posture suffisaient à transmettre toute une palette d'émotions. Jean Gabin n'était plus simplement une star, il était devenu une légende vivante. Derrière son regard de roc, Jean Gabin cachait une vulnérabilité farouche. Lui qui paraissait inébranlable à l'écran était, dans l'intimité, un homme tourmenté, parfois replié sur lui-même, toujours en lutte contre ses démons. Le public n'a vu de lui que la façade, celle d'un patriarche rassurant, d'un homme de principe, droit dans ses bottes. Mais à l'intérieur, Gabin portait le poids de ses échecs, de ses pertes, et d'un désenchantement croissant face au monde qui l'entourait. L'un de ses plus grands regrets, il ne l'a jamais exprimé clairement, mais il transparaissait dans ses silences, son éloignement progressif de ses enfants. De ses premières unions, notamment avec Gaby Basset et Marlène Dietrich, il eut plusieurs enfants, mais ses relations avec eux furent souvent distantes, formelles, marquées par une certaine froideur. L'homme qui fascinait par son autorité naturelle sur les plateaux semblait mal à l'aise dans l'intimité du foyer. Il était de ceux qui aiment sans savoir le dire, qui protègent sans le montrer, et qui regrettent sans jamais l'admettre. Ses enfants l'ont parfois décrit comme un homme rigide, autoritaire, voire absent. Dans ses rares confidences, Gabin avouait que son métier l'avait éloigné des siens, qu'il n'avait pas su trouver le juste équilibre entre carrière et vie privée. C'est peut-être pour cela qu'il se réfugia dans la terre, dans le silence des champs, dans le calme de sa propriété en Normandie. Il y fit construire une ferme, éleva des bovins, cultiva ses propres fruits et légumes. Là, il retrouvait une forme d'apaisement. Il disait souvent que la terre ne mentait pas. Elle lui offrait une vérité brute, sans fioriture, bien loin des illusions du cinéma. Mais cette quête de simplicité n'effaçait pas l'amertume. À mesure que les années passaient, Jean Gabin se sentait de plus en plus en décalage avec l'époque. Il n'aimait ni la nouvelle génération du cinéma, ni la société de consommation qui gangrenait, selon lui, les valeurs essentielles. Il refusait de tourner dans la nouvelle vague, détestait les expérimentations stylistiques qu'il jugeait prétentieuses, incompréhensibles. Il s'en prenait volontiers aux journalistes, aux critiques, et parfois même à ses partenaires de jeu. Ce franc-parler, qui faisait partie de son charme, pouvait aussi agacer, voire blesser. Pourtant, même les plus jeunes réalisateurs rêvaient de tourner avec lui. Parce qu'il imposait le respect. Parce qu'il représentait un lien vivant entre le cinéma d'hier et celui d'aujourd'hui. Parce qu'il était une mémoire, un totem, un repère. Gabin, sans jamais chercher à séduire, captivait. Il n'avait pas besoin d'en faire trop. Il entrait dans une pièce, et l'espace se figeait. Une simple réplique, lancée avec sa voix grave et sa diction impeccable, suffisait à tout dire. Mais ce que le public ne savait pas, c'est qu'en coulisses, la santé de Gabin se dégradait. Dans les années 1970, il commença à souffrir de lourds problèmes rénaux. Il fut hospitalisé à plusieurs reprises, mais restait discret sur son état. Il détestait se plaindre, encore plus apparaître affaibli. Il continuait à tourner, parfois au prix d'un effort immense. Sur les plateaux, il se montrait professionnel, ponctuel, rigoureux. Mais dès que les caméras s'éteignaient, on le voyait s'asseoir, fatigué, le regard perdu. Ce combat contre la maladie, il le menait dans le silence. Pas question d'alerter la presse ou d'apitoyer le public. Jean Gabin voulait mourir debout, fidèle à lui-même. Ce stoïcisme, il l'avait toujours cultivé. Il avait traversé la guerre, l'exil, les ruptures, les trahisons du métier. Il avait vu ses amis tomber les uns après les autres. Rému, Jules Berry, Pierre Freinet,
tous disparus avant lui. Il savait que son tour viendrait bientôt. Il s'y préparait, en bon soldat. Dans ces dernières années, il tournait moins. Son regard s'était alourdi, ses traits s'étaient durcis, mais il n'avait rien perdu de sa prestance. Il apparaissait comme un patriarche fatigué, lucide, habité par une forme de mélancolie. Il ne croyait plus vraiment en l'avenir du cinéma, ni en celui du pays. On est dans un monde de cons, disait-il parfois, mi-amusés, mi-désabusés. Ces mots, durs, traduisaient une lassitude profonde, un rejet du bruit, de la superficialité, du spectaculaire à tout prix. À l'automne 1976, son état se détériora brutalement. Il fut admis à l'hôpital américain de Neuilly, où les médecins lui diagnostiquèrent une leucémie avancée. Là encore, Gabin refusa toute médiatisation. Il ne voulait pas être plaint. Il interdisait qu'on le filme, qu'on le photographie, qu'on le montre affaibli. Seule sa famille fut admise à son chevet. Dominique, son épouse, resta à ses côtés jusqu'au bout. Elle seule connaissait vraiment la profondeur de son désarroi. Le 15 novembre 1976, Jean Gabin s'éteignit à l'âge de 72 ans. Sa mort fut un choc pour la France entière. Le pays perdait non seulement un acteur, mais un symbole, une voix, une silhouette familière. Les hommages affluèrent de toutes parts. Les journaux titrèrent « Gabin, la fin d'un monde ». Pour beaucoup, sa disparition marquait la clôture définitive d'un âge d'or du cinéma français. Mais ce que peu savent, c'est que ses dernières volontés furent à l'image de sa vie. Sobre, digne, sans fioritures. Il ne souhaitait pas de cérémonie publique, pas d'obsèques nationales. Il voulait la paix. Son corps fut incinéré, et ses cendres dispersées en mer, au large de Brest, par les fusiliers marins qu'il avait côtoyés durant la guerre. Ce geste symbolique, militaire et intime, bouclait la boucle. L'homme de la terre retournait à l'eau, là où tout avait commencé pour lui, dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale. Jean Gabin reste une légende du cinéma français, une présence intemporelle. Ses rôles, de La Grande Illusion à Pépé le Moco, reflètent une France authentique, faite de droiture et de silence. Homme discret, il n'a jamais cherché la célébrité à tout prix, préférant la pudeur et la simplicité. Son mystère persiste, son nom vit dans nos mémoires et ses films continuent d'émouvoir. Il est parti sans bruit, fidèle à lui-même, laissant derrière lui une empreinte indélébile. Un soir, en regardant un vieux film en noir et blanc, tu sentiras sa présence et comprendras pourquoi Jean Gabin est irremplaçable. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires aussi captivantes.